souvent homme de compromis et de compromission. Il a été arrêté au lendemain de la crise post-électorale. Après, il a été libéré, il a tenu le FPI. Au retour du président Gbagbo de la Haye, il n'a pas été compris, le FPI s'est scindé et le PPACI est parti. Après, il y a eu l'accord avec le RHDP qui n'a pas abouti. Et aujourd'hui, le président Pascal Affi-N'Guessan appelle, il y a eu aussi l'épisode de la désobéissance civile où il avait, je crois, été arrêté aussi. Et aujourd'hui, la question que moi je vais poser au vice-président, Pascal Affi-N'Guessan n'est-il pas l'éternel incompris de la politique ivoirienne? Voilà ma question. Mais vous avez déjà répondu à cette question. Mais c'est un incompris. C'est un incompris et c'est le mal de tous les leaders, de tous les éclairés. Et on pourrait dire que Pascal Affi-N'Guessan est un éclairé. C'est un éclairé comme Jésus-Christ, c'est un éclairé comme Mahomet. Ils ont cette capacité à anticiper sur le temps. Ils ont cette capacité à ouvrir, à tenter d'ouvrir les yeux de leurs compatriotes afin que chacun s'apprête à affronter tous les aléas de l'usure du temps. Malheureusement, il a été compris et j'allais dire souvent trop tard. Mais comme on dit qu'il n'est jamais tard pour bien faire, nous restons toujours dans notre dynamique à l'accompagner, à faire comprendre aux uns et aux autres que nos décisions d'aujourd'hui sont le fondement de nos actions de demain. Voilà, c'est donc un éternel incompris et on espère qu'en 2025, il sera compris enfin pour que la Côte d'Ivoire s'en porte mieux. Ok, merci à Lucky. Y a-t-il un autre volontaire qui voudrait intervenir? Bijou d'Afrique, je crois que tu viens de monter, n'est-ce pas? Oui, je viens de monter. C'est pour ça que je préfère encore écouter. Bon, d'abord, pour commencer, je salue tout le monde, je vous salue tous. Voilà, je n'avais pas compris ce que j'ai entendu vice-président. Je me posais la question, vice-président de quoi? Voilà, donc c'est maintenant que j'ai compris que il est vice-président du côté du FPI. Voilà, donc il y a une chose que moi je tiens à dire parce que nous avons beaucoup lutté, vraiment beaucoup lutté, que ce soit pour Affi ou pour tout le monde, nous avons beaucoup lutté. Aujourd'hui, là, ce que nous demandons, et je pense que ce que demandent nos parents et beaucoup d'Ivoiriens, on demande du sérieux, pas des plaisantins et de la plaisanterie. Voilà. À un moment donné, quand les gens tapaient sur Affi, moi, j'ai pas aimé, j'ai beaucoup défendu. Maintenant, là où nous sommes, là, nous ne sommes plus sur la base des divisions, nous voulons que le pouvoir change. Il y a du monde qui sont fatigués. Et il y a du monde qui sont bien contents d'avoir le pouvoir et qui narguent beaucoup de monde. Voilà. Nous, on sait ce que Affi il a subi, ça s'est passé devant nous. On sait ce que le pouvoir du FPI a subi. On sait ce que les pro-Gbagbo ont subi. On sait ce que beaucoup d'Ivoiriens ont subi, y compris le défunt président Bédié. Voilà. On a tous vu ce qui s'est passé. Voilà pourquoi on a soutenu jusqu'à la fin. Moi, politique, là, j'ai dit toujours la philosophie en politique. Les Noirs qui aiment là, qui ont cette facilité de dire qu'ils sont tout seuls intellectuels, moi, souvent, ils me font doucement rire. On n'a plus besoin de plaisantins. On a besoin des gens qui ne parlent pas beaucoup, mais qui font. Voilà. Les promesses, aujourd'hui, que les gens vont faire, là, hein, je tiens et j'espère bien que ça sera tenu. Faut plus qu'on entende parler des histoires de Raf 4 et des petites gonzesses. Parce que tous les dirigeants dans le monde cherchent des femmes, mais dans la discrétion. Voilà. Nos dirigeants africains, là, hein, ils ont la bite bien bandante, comme s'ils étaient encore au lycée. Excusez-moi de dire ça,
Mais je pense que nos parents ont trop souffert pour faire cadeau à qui que ce soit. Trop de promesses et zéro résultat. Trop de promesses. Après, quand ils ont le pouvoir, ils font de la plaisanterie. Il faut bien qu'on m'écoute dans la voix. Lui qui parle, là, il parle parce que beaucoup d'Ivoiriens souffrent. C'est dans nos inbox qu'ils rentrent pour nous raconter leurs histoires, leurs tristesses. Donc, on a besoin des gens aujourd'hui qui sont sérieux. Oui, on a vraiment besoin des gens qui sont sérieux. Il faut se rappeler de Kofi Toussaint. Il faut se rappeler de ces jeunes à qui ils ont coupé les bras. Il faut se rappeler de tous ces jeunes. Quand Bédié, le président Bédié a appelé à la désobéissance civile, tous ces jeunes Ivoiriens qui sont sortis, ils ne sont pas sortis parce qu'ils voulaient montrer qu'ils étaient des guerriers. Non. Ils sont sortis parce qu'ils en avaient marre. Et ils en ont encore marre. Donc moi, c'est tout ce que là, je peux dire. Voilà. Il ne faut pas s'attendre à ce que quand Bijou d'Afrique prend la parole, il est là pour caresser les gens dans le sens du poil. Je le dis. Parce que je le dis même aux gens de ma famille qui étaient dans le pouvoir de Gbagbo, qui se sont amusés. Voilà. Donc le vieux Oufo Bédié a fait le maximum qu'il pouvait à son âge. Vous qui venez aujourd'hui, je sens que vous êtes frais. Voilà, vous êtes frais. Donc l'Afrique a besoin de cette fraîcheur-là. Et pas beaucoup de parleurs, des gens qui sont en action. Il ne faudra pas que demain on dise « Ah, mais ces gens-là, ils sont revenus au pouvoir. Regardez encore les voitures, regardez encore les femmes. Regardez ça. » Il faut maintenant qu'on montre. Parce que ceux qui disent qu'ils bâtissent et puis leurs bilans sont inattaquables, nous, on sait que c'est attaquable. Parce qu'ils ne font que mentir. On veut maintenant que quand les nôtres ils viennent là, qu'il n'y ait plus de paroles. Qu'il n'y ait plus de bavardage, il faut du travail. Et puis l'école là, en Afrique, là, il faut vraiment mettre ça au sérieux. Parce qu'on est trop en retard. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Ok, merci. Merci. Voici comment... Rapidement. Merci, Bijou d'Afrique. Merci, Bijou d'Afrique. En fait, en d'autres mots... Attends, le grand frère, s'il te plaît, attends. Bon, on va reformuler tout ce qu'il a dit en une question. Voilà. Donc, peut-être la question serait, qu'est-ce qui ferait que les Ivoiriens porteraient leur confiance au FPI? Mais c'est simple. Voilà, et pour ajouter, excusez-moi, voilà. On parle pas de promesses, mais c'est vrai que dans la logique de la vie, on parle de promesses. Qu'est-ce que vous promettez à tous ces orphelins? Quand je dis à tous ces orphelins, ça y est, à tous ces Ivoiriens qui pleurent aujourd'hui, qui veulent le changement là. Quelles sont les promesses? Et je n'en veux pas beaucoup. Voilà, quelles sont les promesses qui vont être vraiment, mais vraiment devant Dieu et nos ancêtres, qui vont être réalisées si jamais le pouvoir change? Voilà, merci. Alors, à notre cher ami Bijou d'Afrique, j'ai compris avec beaucoup d'émotion ton cri de cœur. Et nous sommes autant écœurés que toi. La seule chose qui peut permettre aux Ivoiriens de sortir de toutes ces amertumes dans lesquelles ils sont, c'est bien entendu l'égalité des chances. En toute situation, l'égalité des chances. C'est avec l'égalité des chances que Bitignon pourra profiter gracieusement de l'école, que ses enfants pourront profiter des soins médicaux, qu'ils pourront avoir accès à l'emploi, qui reste une question, sinon un point d'ordre dans la gestion du RHDP. Ça reste une véritable épine dans leur pied, la question de l'emploi. Non pas seulement des jeunes, mais de tous ceux qui sont actifs en Côte d'Ivoire. Parce que ce pouvoir-là, depuis 15 ans, crée des emplois, mais parmi ces emplois, 7 sur 10 sont des emplois où vous êtes sûr de ne pas pouvoir manger après 6 mois. Où vous êtes sûr que même ce qu'on vous donne au moment où vous êtes en train de travailler ne peut pas vous garantir les 3 repas dans la journée. Alors, la première des choses que nous pouvons garantir aux Ivoiriens, c'est donc cette justice entre nous tous
cette égalité entre nous tous. Le reste se décline dans un programme et des projets qu'évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne pourrais pas étaler ici ce soir parce que pour nous, le temps de le divulguer n'est pas arrivé. Mais soyez sûrs qu'un enfant de pauvre, avec le Front populaire ivoirien, aura les mêmes chances qu'un enfant de riche. D'ailleurs, le programme de la refondation entre 2000 et 2010 a montré l'exemple palpable. Oui, c'est vrai, il y a eu des travers, mais chaque homme, chaque individu a des faiblesses. Ils ont peut-être utilisé la faiblesse d'un seul individu pour la verser, la déverser sur toute l'équipe dirigeante. Sinon, vous n'allez pas me dire que tous les ministres qui ont fait les différents gouvernements, en tout cas, tous les ministres qui ont fait le gouvernement entre 2000 et 2002, avant la crise, parce qu'à partir de 2003, le Front populaire ivoirien n'a plus géré le pays. Ça aussi, il faut avoir la capacité de le dire, l'honnêteté intellectuelle de le dire. Le Front populaire ivoirien a cessé de gérer le pays à partir de 2003, avec les différents gouvernements qui se sont succédés, qui étaient parfois des gouvernements de crabes, où il fallait se marcher dessus. Le pouvoir, donc Laurent Gbagbo, n'avait d'autre chose à faire que de contenir l'avancée des rebelles, de contenir les effets néfastes de la guerre, afin de pouvoir y mettre fin et espérer en 2005 aller aux élections, gagner paisiblement et maintenant déployer son programme de la refondation. Malheureusement, cela n'a pas été fait. Malheureusement, cela n'a pas été fait. Et c'est pourquoi nous avons, dans cette posture de civiliser, permis au RHDP de faire ce qu'il a à faire. Et il a fini de nous démontrer qu'il est, ma foi, incompétent sur plusieurs questions. Si demain, nous nous retrouvons au pouvoir, eh bien, soyez sûrs que nous allons garantir l'égalité des chances et la justice entre nous. D'autres questions? Merci à M. le vice-président. On a Amisha qui est là. Amisha, est-ce que vous avez déjà parlé? Je vais parler dans 5 minutes après quelqu'un d'autre. C'est moi qui viens d'arriver. Ok, pas de problème. Président Thiam. Oui. Comment? Bon, ma question serait très simple. De façon générale, on sait que les présidents, voilà, ou bien les candidats, avant qu'ils ne soient présidents, ils étaient des candidats. Lorsqu'ils arrivent, ils ciblent beaucoup de choses. Donc, ils finissent par nous avoir à la fin. Et puis, bon, on se rend compte que ce n'est pas vrai. On voit que tout à l'heure, vous avez signifié que vous allez faire en sorte que vraiment l'égalité des chances soit vraiment une évidence. Maintenant, quels sont les secteurs clés, sont les secteurs prioritaires pour le Front populaire ivoirien qui, selon vous, pourra permettre aux Ivoiriens les moins nantis vraiment d'avoir cette même chance d'égalité, de cette même chance? Quels sont les secteurs prioritaires pour le Front populaire ivoirien, dans lesquels le Front populaire va investir, je veux dire? Monsieur le vice-président, votre micro est fermé. Voilà, ok, allez-y. Alors, j'ai dit pour tout bon dirigeant, devant la déliquescence du système éducatif à l'heure actuelle, alors que nous paraissons pour être les derniers dans le classement des systèmes éducatifs performants en Afrique de l'Ouest, mais la première des choses à faire, c'est de réinventer l'éducation. L'éducation nationale, c'est de réformer le système sanitaire ivoirien. Ce sont les deux secteurs clés. Quand vous avez raté l'éducation, vous avez raté le progrès. Quand vous avez raté les systèmes performants de santé, mais vous avez raté le progrès. Voici les deux choses qui nous mettent sur le même pied d'égalité. Quand Chris Ivoire peut se soigner dans un hôpital que Bitignon, qui n'a pas le même pouvoir d'achat que lui, avec les mêmes commodités, eh bien, c'est cela. Mais aujourd'hui, c'est vrai,
on parlera de... On a installé des centres de santé par-ci, par-là. Mais comme j'ai été dans un conseil municipal pendant 5 ans et que j'ai piloté avec le conseil municipal et tout, sous la houlette du maire, certains projets sanitaires, mais il y a eu des infirmeries qui ont été construites, mais jusqu'à aujourd'hui qui n'ont pas d'infirmiers. Ça veut dire que nous avons géré, nous avons construit, et puis ces centres de santé restent jusqu'à aujourd'hui, et je mets quiconque au défi, que le centre de santé de Petit Diokwe, Guitrozon, est équipé à l'heure où je suis en train de vous parler, à l'heure où je suis en train de vous parler. Donc, les gens ont construit des centres de santé, mais où il n'y a personne. Voilà des points d'inégalité. Ils ont construit des bâtiments, les collectivités locales ont construit, et puis, ce n'est pas équipé. Il n'y a pas de personnel, il n'y a pas d'équipement, il n'y a pas de matériel. Voilà des points sur lesquels le FPI va concentrer son énergie. Parce que je suis sûr que si vous avez une jeunesse bien éduquée, bien formée, avec des systèmes de formation en adéquation avec le marché de l'emploi, c'est sûr que vous et moi, dans 10 ans, on sera heureux. Dans 10 ans, on sera heureux d'avoir participé à construire cette Côte d'Ivoire nouvelle. À construire cette Côte d'Ivoire nouvelle. Sinon, 15 ans après, nous sommes toujours en train de rechercher nos repères en ce qui concerne la formation de nos jeunes, en ce qui concerne la formation de nos enfants, en ce qui concerne les soins de nos parents. Ok, merci. Ok, Chris Ivoire, excuse-moi, moi j'ai une question au président, parce que bon, on est sur le système d'organisation, les systèmes des infrastructures. Alors, Monsieur le Président, merci encore pour cette présentation. Que pensez-vous aujourd'hui de l'état de la décentralisation en Côte d'Ivoire? Parce que bon, ça c'est un thème qui a été vraiment au centre de la gouvernance du FPI d'alors. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui, 15 ans après le gouvernement Ouattara, sur ce thème-là, la décentralisation? Oh, mais ça, on n'a même pas besoin de partir à, j'allais dire, bon, permettez-moi que ce soit, on n'a pas besoin de partir à l'université Félix Houphouët-Boigny pour le savoir. C'est un échec patent, c'est un échec criard. On n'est pas dans la décentralisation. C'est une copie de la décentralisation telle que promue par le Front populaire ivoirien entre 2000 et 2002. Mais sinon, c'est une copie pâle. La réalité, aujourd'hui, les maires dans les collectivités territoriales n'ont pas le pouvoir d'agir. C'est une grande déconcentration plutôt qu'une décentralisation. Le pouvoir central est omniprésent dans toutes les collectivités territoriales. Voilà, donc c'est un échec. Et à l'entame, je vous avais parlé de régionalisation du pouvoir économique. Et ça, c'est une réalité qui peut être mise en place avec une implication réelle des forces locales à produire de la richesse. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Les collectivités territoriales se cherchent, les municipalités se cherchent. Vous avez entendu la dernière fois que des impôts ont été collectés et n'ont pas été reversés. Il ne peut pas y avoir de développement. L'État souffre lui-même. L'État souffre. Ça veut dire que le pouvoir central souffre, mais les collectivités territoriales vont souffrir à leur tour. Parce que ce qui est collecté n'est pas reversé. Il faut rembourser les nombreuses dettes qu'on n'arrive même pas à rembourser. Voilà le problème. Et ce sont des corrections que le Front populaire ivoirien va apporter. C'est vrai qu'on nous a empêché de déployer le programme. On nous a empêché de déployer le programme de la décentralisation tel qu'il avait été mis par la politique de refondation du Front populaire ivoirien entre 2000 et 2010, malheureusement. Mais nous allons réinventer ce programme et permettre à toutes les collectivités territoriales, en tout cas en Côte d'Ivoire, de pouvoir produire de la richesse, de garantir donc cette richesse et de permettre aux citoyens, même le plus misérable, de pouvoir trouver son pain quotidien. Mais ce à quoi nous assistons aujourd'hui, ce n'est pas de la décentralisation. C'est une déconcentration déguisée, malheureusement. C'est une déconcentration déguisée, malheureusement, parce que l'État central, le pouvoir central, est présent dans toutes les instances. Et c'est malheureux.
posez les questions aux différents maires de Côte d'Ivoire, ils vous diront. Vous comprendrez donc pourquoi quand vous arrivez dans une ville, vous comprendrez l'état de salubrité de cette ville, vous comprendrez le niveau de sous-développement qu'on y constate. Eh bien, c'est parce que les pouvoirs dans les collectivités territoriales, n'ont pas véritablement, les hommes n'ont pas de pouvoir là-dessus. Tout dépend du pouvoir central. Et c'est lui qui redistribue les richesses, malheureusement. C'est lui qui redistribue. Même les impôts collectés ne sont pas reversés. Je crois que le député Assalé Timoko a fait un clin d'œil sur cela. Et c'est ce à quoi nous assistons. Donc, le RHDP n'a pas fait de décentralisation, mais a fait une copie conforme de la décentralisation. Seulement cette copie est pâle et c'est pour nous une déconcentration à grande échelle. Seulement qu'elle est déguisée. Très bien, merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup. Président Thiam, il faut fermer ton micro, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. On va donner la parole d'abord à la dame qui est sur le guest. Madame Fanta, allez-y. Bonsoir, monsieur le président. Moi, j'ai deux questions qui sont les suivantes, s'il vous plaît. Je voulais savoir, est-ce que le FPI a des députés à l'Assemblée nationale? De deux, bon, voilà, s'il me répond là, je vais poser une autre question. Maintenant, deuxièmement, en fait, moi, je vois monsieur le président, il parle de la démocratie. Mais comme il est jeune, je vais lui poser la question. Normalement, à mon avis, la démocratie commence dans les partis politiques. Pourquoi est-ce que dans notre Côte d'Ivoire, il n'y a qu'un seul président qui est président du parti politique, même si le parti doit faire 100 ans, c'est le seul qui est le président? Ça, je ne comprends pas. Est-ce que, comme lui, il est jeune, est-ce que lui, il pense pas à changer ça? Merci. Maintenant, le problème des députés, si vous me répondez là, je vais vous dire ce que je pense, quoi. Quelle est la question pour les députés? Si vous avez des députés à l'Assemblée nationale. Oui, nous avons des députés. Bonne arrivée déjà sur le panel parce que je constate que vous n'avez pas suivi dans mes propos liminaires. Nous avons des députés, nous avons 2 députés à l'Assemblée nationale au nom du Front populaire ivoirien. D'accord, voilà. Et maintenant, ce que je voulais dire... Oui. Non, parce que j'ai une question. En fait, parce que je n'entends jamais les députés du FPI parler, je n'ai jamais entendu parler d'eux. Et pour moi, un député, quand il va à l'Assemblée, c'est pour proposer des lois. Même si ça passe pas, au moins on sait qu'il se bat pour quelque chose. Donc, comme ça, je n'ai jamais entendu. Ce sont mes deux questions. Mais en même temps, je vais vous rafraîchir la mémoire que la loi sur le cautionnement en Côte d'Ivoire, ou quand vous venez en Côte d'Ivoire, vous avez, on vous propose 10 mois de caution, 2 mois de loyer, mais le plafonnement a été proposé par un député du Front populaire ivoirien. Il s'appelle Pascal Afim Nguessan. Quand ça? Donc, vous voyez que en 2021, vous avez la loi. Allez-y revisiter la loi, je vous donne des informations. Non, je ne sais pas. Donc c'est un plaisir. Voilà, c'est un plaisir. Ok, merci. Donc, je vous dis, il y a beaucoup de réformes des différentes lois qui sont proposées. On ne parlera pas pour parler. On parle de beaucoup de choses. Mais quand on propose, il faut que d'autres suivent pour que le combat prenne forme. Non, en fait, tout se passe sur les réseaux aujourd'hui, hein, monsieur, cher monsieur. Comment? Aujourd'hui, j'ai dit tout se passe sur les réseaux aujourd'hui. Vous avez vu le député Assalé Timoko, même quand il fait quelque chose, il est sur les réseaux, on lui pose des questions tout le temps. Hein. Et comme je vous vois aujourd'hui, ça me fait un vrai plaisir. Oui. Oui, voilà. Mais vous savez, c'est un choix. C'est un choix de communication. Je pense que beaucoup ont compris aujourd'hui la nécessité d'être beaucoup plus présent sur les réseaux sociaux pour pouvoir se faire entendre. Et c'est cette chose que le député Assalé Timoko, et c'est de bon augure d'ailleurs, et il en profite allègrement. Nous aussi, nous mettons. Mais ce que j'allais vous dire, c'est qu'on a des députés présents qui font ce qu'ils peuvent pour que le peuple de Côte d'Ivoire puisse être bien dans sa peau. Malheureusement, l'Assemblée nationale a une coloration presque unilatérale, donc une sorte de caisse de résonance qui ne fait que faire passer les lois comme si on était à la poste
Parce que l'opposition n'y est pas véritablement présente. C'est toute opposition d'ailleurs. Parce qu'on n'arrive pas à imposer des idées quand elles vont contre les lois parfois uniques que propose le pouvoir central, malheureusement. Donc, très souvent, les gens sont entendus, mais à faible dose. Maintenant, vous avez parlé de démocratie et de la direction, sinon de la gestion des partis politiques en Côte d'Ivoire. Ce sont des vieux. Mais, madame, les partis politiques en Côte d'Ivoire ne sont pas des royaumes. Donc, le mode d'accession au pouvoir dans ces partis politiques, ce n'est pas de la donation. On ne lègue pas, on ne donne pas, on ne succède pas par filiation. Quand tu peux, tu te présentes et tu vas. Donc, on ne peut pas en vouloir à Laurent Gbagbo d'être le président du PPAC alors qu'il a 79 ans. On ne peut pas en vouloir à Pascal Affi-N'Guessan qu'il est président du Front populaire ivoirien alors qu'il a 72 ans. On ne peut pas en vouloir à Alassane Ouattara qu'il est président du RHDP alors qu'il a 81 ans. Vous comprenez? C'est une question de volonté et d'action. Bien évidemment, nous voulons diriger. Nous sommes en train de faire nos armes pour pouvoir diriger. De toutes les façons, nous sommes prêts à diriger. Et c'est parce que nous sommes prêts à diriger qu'à cet âge-là, vous me voyez être porte-parole du Front populaire ivoirien. Vous regarderez dans tous les partis politiques, ce sont mes parents, hein? Ils sont tous mes papas là-bas. Mais c'est parce qu'on a compris la nécessité que le changement générationnel doit se faire. Et ça, le Front populaire ivoirien l'a compris. Beaucoup de jeunes sont de plus en plus acceptés au secrétariat exécutif. Il n'y en a pas beaucoup dans le pays des partis politiques qui ont mis au sein de leur secrétariat exécutif, donc les instances de décision des jeunes, comme il en existe au Front populaire ivoirien. Bien entendu, pour être président, il faut le vouloir. Et nous donnons le temps de pouvoir y arriver. Parce que il y a ce qu'on voit sous nos cieux. Oui, la Côte d'Ivoire, c'est pas l'Europe. Un jeune a remplacé Marine Le Pen au Front National. Oui, c'est vrai. Mais en Côte d'Ivoire, tellement que les gens n'ont pas la culture de la participation, très souvent, c'est à celui qui peut qu'on donne. Et c'est une réalité sous nos cieux. D'ailleurs, quand vous partez en campagne, moi j'ai été candidat 2 fois aux sénatoriales et aux élections législatives. Mais quand vous allez en campagne, la première des choses que les gens vous demandent, ce n'est pas votre programme, malheureusement. Quand j'étais candidat au Sénat, j'avais proposé la réforme sur la loi des conseillers municipaux et des conseillers régionaux. Aujourd'hui, j'entends que les conseillers municipaux et les conseillers régionaux ont fait grève, projettent des grèves pour pouvoir changer leurs conditions de vie. Mais le changement des conditions de vie se passe dans les chambres du Parlement. J'avais proposé cela. Mais ce que les gens ont vu, c'est combien d'argent j'avais à leur distribuer que le projet que je portais. Voilà la réalité. Et voilà ce qui mine aujourd'hui la politique sous nos cieux. Sinon, la volonté ne manque pas. Mais très souvent, ce qui fait frein à cette nouvelle classe politique qui est émergente, ce sont les moyens, les capitaux pour pouvoir parcourir le pays. Parce que personne ne vous aidera. Vous-même, Fanta Fongbe, si je vous disais, j'ai un programme aujourd'hui, il faut que tu m'accompagnes, mais vous allez me voir un homme riche. Parce que dès que vous faites la politique en Côte d'Ivoire, on pense que vous êtes riche. On pense que c'est vous qui devez donner. Les autres disent qu'ils ne doivent pas vous accompagner. Vous devez avoir l'argent pour pouvoir faire la politique. Ils sont combien ces jeunes qui ont ces grosses mannes financières pour pouvoir gérer les partis politiques en Côte d'Ivoire? Parce que mine de rien, c'est des milliards, madame. Ok, merci, monsieur le vice-président. Merci également à madame Fanta. Ok, on va donner la beaucoup. parole à merci, Amisha. Je vais vous laisser. Est-ce que vous êtes prêt, Amisha? Pour laisser la place à quelqu'un d'autre. Merci, monsieur Gbitignon. Merci beaucoup. Merci, Fanta. À bientôt. Bonne soirée. Okay, pas de problème. Merci en bas. Ok. Atola, vas-y. Bonsoir à monsieur le vice-président du FPI. Bonsoir à tous ceux qui sont sur le panel. Bonsoir à Bitignon, notre compagnon. Je veux dire merci à monsieur Ferdinand qui a vraiment exposé. Et
j'ai deux petites préoccupations. Je voudrais savoir, à l'heure actuelle où les députés de l'opposition, et l'opposition en grande majorité en principe, est en train de resserrer les coudes pour réclamer la modification des conditions d'organisation des élections, notamment la RLE en 2025, là, avant les élections. Et qu'est-ce que les députés FPI et le FPI même en général fait pour soutenir cette lutte-là, pour participer activement à cette lutte? Je veux lui dire merci également pour les programmes d'activité qui sont proposés, et je veux lui demander au sein du FPI, est-ce qu'ils sont prêts à soutenir le candidat de l'opposition qui arriverait en cas d'élection au deuxième tour contre le pouvoir en place? Est-ce qu'ils sont prêts à soutenir ce candidat-là pour que nous sortions de ce bourbier, et puis ensemble on va réorganiser le pays pour mettre un peu les Ivoiriens à l'aise? Ce sont mes deux préoccupations. Merci. Merci. Ok, Président, avant que vous ne répondiez, on va recadrer un peu les choses. Effectivement, Atola, merci beaucoup pour ta question. Effectivement, c'est la question là, sur la liste électorale concerne le dernier thème qu'on a décidé d'aborder. Donc, on va la mettre sur le tapis. Je vais laisser Chris Ivoire continuer sur le thème sur la partie économique, la dette. Si on a fini, on a épuisé cette partie, on va laisser Chris Ivoire de faire la synthèse, et avant de passer au dernier thème pour pouvoir poser des questions directes et idoines au président du FPI. Voilà, Chris Ivoire, est-ce que on a épuisé toutes les questions concernant l'avant-dernier thème? Chris? Bon, je me disais qu'on allait finir avec ceux qui sont déjà là, et puis on allait... Comment? Oui, alors vas-y. On allait d'abord finir avec ceux qui sont là, parce que bon, cette taxe devrait aborder la dette. Monsieur le vice-président a décrié la dette, et il a dit que bien évidemment le FPI pourrait proposer par exemple des partenariats publics-privés où les privés obtiendraient des marchés et ils mobiliseraient des fonds pour venir réaliser ces marchés-là. Mais il a surtout dit que le FPI a son plan qu'il déroulerait au moment donc de parler au peuple lorsqu'il sera en campagne électorale. Voilà. Sinon, il a indiqué que la dette, c'est une mauvaise dette, et il s'est tout de suite prononcé sur les 800 milliards qui doivent être encore contractés comme dette, et il a fait des calculs pour ressortir que cette dette-là devrait être remboursée avec un taux d'intérêt de 6%, ce qui ferait que finalement on rembourserait à peu près 840 milliards. 840 milliards. Donc après, on est resté sur des questions qui ont trait à la politique intérieure du FPI, notamment la démocratie au sein du FPI. Il s'est prononcé un peu sur le projet social du FPI. Donc ce sont ces différentes questions-là qui ont été abordées dans ce chapitre qui devrait être en principe consacré à la dette. Là, on va donc aborder, d'après ce que tu viens de dire, la question de la liste électorale, donc des élections de 2025. Voilà. Merci. Je vais laisser. Après avoir dit ça, je vais laisser. J'avais souligné qu'il y avait une petite question concernant la question sur la dette. Ok, vous avez. C'est ce qu'il y avait. Moi, j'avais pressenti. La décentralisation. Ok, donc on va laisser d'abord Amisha, et puis
ensuite président Thiam, et on va clore ce chapitre pour revenir à Toura. Donc, Amicha, allez-y. Ok, d'accord. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, monsieur Ferdinand. Bonsoir, la question que je me pose, parce que souvent, les programmes sont faits tout en tenant pas compte de la réalité, souvent des dettes que nous avons, et aussi de la richesse qu'on crée. Est-ce que vous avez pris le temps d'analyser la dette ivoirienne, à savoir les créanciers qui sont en place? Parce que souvent aussi, il y a beaucoup de choses qui se cachent, comme au Sénégal par exemple. Quand ils ont pris le pouvoir, ils ont découvert qu'il y avait une dette non déclarée qui était là, et qui n'était pas compris dans la dette qui était déclarée officiellement. Est-ce que vous avez tenu compte de cette réalité-là avant de mettre votre programme en place pour ne pas être surpris demain? Parce que quand vous allez arriver, il va falloir rembourser la dette qui est là. Est-ce que cette dette qui existe actuellement pourra vous permettre de pouvoir mettre votre programme en place? The Bluetooth device is connected successfully. Alors, merci. Je vous ai dit que les dettes qui sont contractées ont des délais de remboursement. Donc, ça s'inscrit dans un échéancier que les richesses nationales pourront supporter. Ce qu'il ne faudra pas faire, c'est d'accumuler des dettes. D'abord, permettre que celles qui ont été prises produisent de la richesse, parce que j'ai entendu un temps le Premier ministre dire ouais, mais nous sommes en train de faire des routes, parce que quand on fera des routes, les sociétés vont venir s'installer à côté et puis ça va produire. Mais les routes ont été faites, en tout cas dans le Grand Abidjan, puisque à l'intérieur les gens broient encore du noir. Mais est-ce qu'à côté de ces routes se trouve de la création de la richesse? Non, malheureusement. Sinon, la richesse qui est produite sert à rembourser la construction du pont HKB. Parce que ce pont-là est en sous-traitance. C'est comme la plupart des œuvres ici. Donc, il faut créer de la richesse. Oui, c'est vrai, vous pouvez avoir raison. Les gens peuvent cacher des choses. Mais de toute façon, la prospective nous permet d'établir que dans ce que nous sommes en train de faire, il faut prévoir au moins 10 ou 15, 20% de marge d'erreur, parce que nous avons eu affaire à un pouvoir d'économistes, mais qui ont endetté le pays et qui nous ont plongé dans des problèmes qui vont se résoudre sur 15, 20, 30 ans. Donc quand nous faisons notre prospection et nous nous lançons dans la prospective, ce que nous prévoyons, c'est qu'il peut y avoir 10% de marge d'erreur, et en fonction de ces 10% de marge d'erreur, nous allons corriger ce qui aura été caché à notre conscience. Je pourrais vous dire que soyez sereins. De toutes les façons, en crise entre 2002 et 2010, le Front populaire ivoirien a tenu des promesses, a pu sortir le pays de l'endettement massif et a payé ses dettes intérieures. En tout cas, je sais que quand Laurent Gbagbo partait, notre dette intérieure était autour de 300 milliards. Donc, ce n'est pas alarmant. Aujourd'hui, la dette intérieure de la Côte d'Ivoire tourne autour de 2500 milliards, voire 3000 milliards. Donc, ce sont des choses qui peuvent être corrigées. Même en difficulté, nous avons pu juguler la dette ivoirienne. Ce n'est pas quand on sera en toute sérénité. En tout cas, on espère qu'il n'y aura pas de bandits encore autour de la République à créer des épisodes de Mercedes noirs, à utiliser des Ivoiriens et à les mettre comme des chairs à canon pour que l'État, sinon les forces républicaines refusent de tirer sur eux. On espère qu'il n'y aura pas de rebelles ivoiriens, parce que cette fois, nous prendrons nos responsabilités comme il se doit, afin que le pays soit en paix et que nous puissions dérouler notre programme tel que nous sommes en train de le concevoir. Mais soyez sereins, nous allons pallier à tout ce qui pourrait être comme une difficulté et permettre à la Côte d'Ivoire de continuer son progrès. De toutes les façons, nous disons toujours que ce qui a été construit ne doit pas être détruit. Donc nous félicitons Ouattara pour avoir construit des ponts et des routes que nous voyons dans le Grand Abidjan. Mais nous disons qu'il pouvait faire mieux, et même mieux pour la qualité d'expert dont il s'est toujours tagué.
Malheureusement, 15 ans après, il y a encore beaucoup trop d'insuffisances avec un système éducatif en retard. Une autre question? Merci, Kifi, attends, s'il te plaît. Alors, écoutez, mesdames et messieurs, on reçoit le jeune vice-président du FPI, la nouvelle génération montante de la politique ivoirienne. Alors, tapotez pour sécuriser le live, parce que je vois pas assez de cœurs. Merci de tapoter pour sécuriser, pour encore écouter les paroles du président. Donc, tapotez, mettez plus de cœurs, envoyez des cadeaux, envoyez même des cadeaux au président pour pouvoir encourager, voilà, parce qu'il faut que je vois des cœurs pour sécuriser le live. Merci. Chris Ivoire, continue s'il te plaît. Oui, c'est ma dernière question que je voulais juste poser. Oui, président, tiens, vas-y rapidement. Ma question, elle est très simple parce que on a remarqué un peu que tous les partis, tous les pouvoirs qui se sont succédés, le problème réel de l'effectivité de la décentralisation est dû au fait que l'autonomie financière n'y est pas. Ça dit que si demain le Front populaire ivoirien venait au pouvoir, l'autonomie financière pour les collectivités serait une réalité. Oui, mais évidemment, quand l'État a sa main partout, mais les collectivités territoriales ne peuvent pas, parce que l'État lui-même a des charges et qui n'arrive pas à satisfaire. Comment donc satisfaire les autres dans la décentralisation? C'est pourquoi je parlais de plus de déconcentration du pouvoir que de décentralisation. De toutes les façons, comme les gens aiment se référer à, quand on leur parle, ils disent, est-ce qu'en 2011 vous avez été, mais en 2005, il y a eu des élections de conseillers généraux. Les conseils généraux ont été, l'argent a été donné, le pouvoir a été rétrocédé véritablement au peuple. Malheureusement, ce n'est pas à ça que nous assistons aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut, c'est de donner le pouvoir véritablement au peuple, de donner le pouvoir aux dirigeants locaux pour construire et produire de la richesse afin que le pouvoir central puisse développer les grands axes de développement. Sinon, on puisse construire la Côte d'Ivoire en plus grand et permettre aux dirigeants locaux de construire la Côte d'Ivoire en plus petit. C'est le un petit plus un autre petit plus un autre petit qui va donner cette Côte d'Ivoire grande. Le ministre de la construction ne va pas être assis à Abidjan et déléguer des pouvoirs. Non, le pouvoir sera centralisé au sein des régions et puis des comptes seront rendus au pouvoir central qui, lui, pourra donner des orientations majeures. Voilà ce que je dis. Et ça, c'est possible en Côte d'Ivoire, puisque notre pays regorge de beaucoup plus de richesses. Seulement, il faut limiter les dettes. Voilà, la dette est importante, mais il faut la limiter. Parce que quand elle est forte, c'est vrai, on dira oui, nous n'avons pas atteint le niveau tel que prescrit par les institutions internationales. Oui, c'est vrai, mais c'est pas bon. Il ne faut même pas atteindre le niveau. Voilà, il ne faut pas atteindre le niveau quand on n'est pas capable de produire. Or, aujourd'hui, je vous dis, et vous pouvez lire quelques rapports qui existent encore, hein, que le pays là dépense plus qu'il ne gagne. Notre Côte d'Ivoire actuelle dépense beaucoup plus d'argent plus qu'elle ne gagne. C'est un mauvais système économique dans lequel nous a mis le RHDP. Sinon, la dette n'est pas mauvaise, mais elle est mal exploitée, elle est mal orientée, elle est mal gérée. Monsieur le vice-président, bon, en guise, pour clore cette étape de notre débat et en guise de petite conclusion, est-ce qu'on devrait comprendre que le FPI viendrait poursuivre ou mettre en œuvre un programme, le projet de la refondation actualisé? C'est tout comme. Nous n'avons pas eu le temps de réaliser, de toute la façon, en 2000,
le président du Front Populaire actuellement était le directeur de campagne et l'un de ceux qui ont écrit le programme de société du Front Populaire ivoirien. Donc, comprenez que nous sommes dans la dynamique de la continuité de notre politique d'hier, qui est nettement améliorée pour la renaissance de la Côte d'Ivoire. Alors, je vois quelqu'un qui dit, Kovo Massoula, qui demande si c'est le problème, c'est la dette ou le mécanisme. Non, le problème, ce n'est pas la dette. Le problème, ce n'est pas la dette, c'est sa gestion. C'est sa gestion qui est le problème. Et le RHDP gère mal les ressources acquises auprès des institutions financières. Le RHDP oriente mal. Parce que de l'argent que vous avez, si vous avez de l'argent dans votre poche, que cet argent ne produit pas, vous êtes pauvre. Parce que à un moment ou à un autre, cet argent va finir parce que ça ne produit pas. Et c'est dans ça que nous sommes avec le RHDP. On prend crédit, on construit de belles maisons, on construit des routes qui en vérité ne produisent pas. On n'enrichit pas ceux qui doivent produire de la richesse afin que demain, on soit dans la capacité de ne pas prendre d'autres dettes et maintenant de compter sur nos propres forces pour pouvoir exister. Donc, on construit et puis on s'endette. On construit, on s'endette parce que la richesse n'est pas produite. Donc, le problème, ce n'est pas l'acquisition de la dette, c'est sa gestion efficiente. Donc, je crois, Chris, avoir répondu à la question. Nous sommes dans la continuité de ce que nous avons préparé hier. Nous avons dit hier refondation. Aujourd'hui, nous sommes à la renaissance avec des politiques comme la régionalisation, sinon la programmation économique de la richesse par les régions elles-mêmes. Ok, Chris Ivoire, je crois que Kovo a une question pour le président. On va lui laisser poser une dernière question et puis on va clore ce thème rapidement. Ok, Kovo, allez-y. Non, ça va. J'ai écouté par la suite, j'ai déjà eu la réponse à ma question. Merci. Ok, merci. Avec la permission du vice-président, on va aborder le dernier axe de notre entretien de ce soir. Il s'agira donc des élections de 2025. Et à ce niveau, je crois que la dernière interview du président Pascal Affi-N'Guessan a été marquée par un appel au président Laurent Gbagbo de rassembler l'opposition pour mener justement les combats visant à créer les conditions d'une élection crédible, juste et transparente. Voici le niveau du débat où nous nous trouvons maintenant. Je vais laisser la parole à chacun de vous pour vos éventuelles questions. Atola s'était déjà lancé dans le sujet. Je vais lui redonner la parole en premier. Atola, vas-y. Oui, merci beaucoup, Chris Ivoire. J'étais en train de demander à monsieur le vice-président quelle est l'action concrète ou bien quelles sont les actions concrètes que le FPI pose dans cet élan de solidarité pour réclamer une révision de la liste électorale avant les élections de 2025, parce que nous voyons que la CEI et le pouvoir en place sont braqués et ils forment un mur solide pour ne pas faire cette révision, alors que dans le budget, il est marqué bien sûr 27 milliards et quelques pour la révision. Et quand on a vu la sortie de M. Cubier, le président de la CEI, qui dit prévoir une révision après l'élection présidentielle, alors qu'on sera en fin d'année, et puis à quoi servira cette révision d'après-élection. Donc, quelle action le FPI compte mener concrètement
avec les partis au pouvoir, les partis d'opposition, je veux dire, pour que notre action soit plus solide. Merci. Alors, merci mon cher Ataoula. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes dans la dynamique de l'unité d'action, de concertation avec les autres partis de l'opposition pour pouvoir faire entendre la voix de toute opposition, que ce soit une voix unique. Et comme je l'ai dit dès l'entame, le Front populaire ivoirien ne s'est jamais désolidarisé d'une action solidaire quand il s'est agi de questions d'intérêt national. Et plus que jamais, la question de la révision de la liste électorale et les conditions d'organisation d'une élection juste et transparente en 2025 reste d'intérêt national. Si, j'allais dire ce soir, sur votre panel, si ça ne tenait qu'à moi seul aujourd'hui, au moment où je suis en train de vous parler, le Front populaire ivoirien serait sorti de la CEI. Ce serait la première action à mener. Et si je devais, moi, produire une décision, ce serait appeler tous les partis politiques à sortir déjà de la CEI, de cette CEI que nous critiquons tous. Rappelez-vous, et je vous dis toujours que le Front populaire ivoirien a posé dans ce pays des actions majeures. Et comme le disait, je crois, Chris Ivoire ou quelqu'un d'autre, nous avons été compris pour être compris un peu plus tard. Nous avons été mal compris pour être compris un peu plus tard. En 2020, nous avons déjà fait le geste de sortir de la CEI. Mais les autres partis politiques ne nous ont pas suivis. Chacun est resté dans son confort. On a rappelé tous nos représentants à la CEI, tous ceux en tout cas que le Front populaire ivoirien avait proposé pour entrer et puis devenir des indépendants. On les a rappelés. Rappelez-vous que le vice-président de la CEI, le vice-président numéro 2 de la CEI, était sorti. Mais aujourd'hui encore, nous sommes prêts à le faire. Mais est-ce que vous êtes sûr que le PDCI, le PPACI et les autres partis politiques qui se trouvent au sein de la CEI vont sortir? Voilà là où se trouve la question. Donc la question n'est pas à poser au FPI, mais à poser aux autres partis. Parce que antérieurement, nous avons fait ce qui devait être fait. Nous avons posé l'action qui devait être posée. Sortir, montrer que nous ne sommes pas contents, dénoncer. Parce qu'on ne peut pas être à l'intérieur de cette machine et la dénoncer. Donc nous sommes sortis. Nous avons dénoncé et nous avons appelé à la désobéissance civile. Malheureusement, les autres n'ont pas suivi nos actions. Donc, j'allais vous poser la question, si vous êtes militant du PDCI-RDA, est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à emboucher la trompette au Front populaire ivoirien quand il décidera de sortir de la CEI et d'en faire sortir tous les autres partis politiques afin que d'une seule voix, on parle et qu'on se fasse entendre. De toutes les façons, nous continuons de mener les discussions avec les autres partis politiques, notamment le MGC, le COGEP, avec qui nous échangeons assez régulièrement. Les autres, nous espérons qu'ils accepteront qu'on s'asseye à la même table. Je vais parler du PDCI et du PPACI, qui sont, mine de rien, des partis majeurs, pour que nous trouvions les mécanismes nécessaires pour faire fléchir le RHDP. Et même faire fléchir le président de la CEI et ses façons assez maladroites d'interpréter les lois. En tout cas, quand il s'agit de l'opposition, il est très prolixe à dire que Laurent Gbagbo, 1000 fois inscrit sur la liste électorale, 1000 fois sera retiré parce que la loi lui donnerait l'autorisation de le retirer. Mais quand il s'agit d'appliquer la loi, alors là, il trouve des justificatifs. Monsieur Kubert et sa CEI ont dit qu'il ne peut pas y avoir de révision de la liste électorale parce que le programme serait coincé. Mais nous avons rappelé à Kubert et à tous les membres de la CEI qu'en 2015, la révision a eu lieu en juillet, l'élection s'est passée en octobre. En 2020, la révision a eu lieu en juin. Ils avaient déjà dit le 4 au 10 juin. Après, ils ont reporté du 10 juin au 30 juin.
L'élection a eu lieu en 2020, au même mois d'octobre, à la date indiquée. Aujourd'hui, il ne justifie rien. Alors, s'il pense qu'il a trouvé la malice, hein, et l'impérieuse maladroite a fait d'envoyer la révision de la liste électorale au mois de novembre pour venir dire que nous sommes en masse, on n'a pas encore fait sortir la liste, nous lui disons qu'il peut faire une action complémentaire. Voyez-vous, au lieu de dire que c'est une élection 2025 qu'on ne peut pas tenir, on dit qu'on on avait fait une révision en 2024, fin 2024, nous allons prolonger cette révision sur un mois en 2025 pour pouvoir permettre à ceux qui ont bien entendu l'envie de voter pour les élections présidentielles, pour l'élection présidentielle de 2025 de le faire. Ça, ce sont des mécanismes qu'on peut trouver. Et c'est pour ça qu'on appelle aussi le gouvernement au dialogue politique. C'est pour ça qu'on appelle le gouvernement au dialogue politique. Sinon, ce que nous savons, en tout cas, en ce qui nous concerne, le Front populaire ivoirien, la révision de la liste électorale aura lieu avant l'élection de 2025. Ça, c'est ce que nous savons. Et nous l'avons déjà dit à Pibière, nous allons le lui rappeler encore. Et s'il faut, nous utiliserons la manière qu'il faut afin que cette révision se fasse. Parce que, tenez-vous bien, et je sais que vous le savez, en 2021, de l'argent, 6 milliards ont été décaissés. Il n'y a pas eu de révision de liste électorale. La Cour des comptes ne nous a jamais dit où est rentré cet argent. En 2024, on a fait une révision. En 2025, on prévoit 27 milliards 800 millions de nos francs pour une révision de la liste électorale en vue des élections présidentielles. Parce que c'est ça qui est le justificatif du gonflement de ce budget alloué à la révision de la liste électorale. Le justificatif, c'est qu'il y aura élection. Et je vais vous dire que le budget global de la CEI tourne autour de 92 milliards pour cette année 2025 à cause des élections. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas de révision de la liste électorale. Puisque c'est à cause des élections que le budget a gonflé. Donc l'élection aura lieu. Et l'élection doit avoir lieu d'une façon ou d'une autre. En tout cas, c'est ce que je peux vous promettre. Merci, monsieur le vice-président. Merci à Tola. Monsieur le vice-président, est-ce que l'opposition, notamment le FPI, aurait participé à une rencontre avec la CEI où les différentes forces politiques et la CEI ont convenu du report de la RLE de 2024 au mois de novembre 2024, comme ce fut le cas? Est-ce que ça a été une décision concertée entre la CEI et les partis politiques? Je n'en ai pas connaissance. Ce que je sais, c'est que notre représentant chargé des élections, quand il a une information qui concerne la CEI, aux différentes réunions des instances, nous sommes informés. Je n'ai pas connaissance de cette information. Ok, merci. Qui d'autre se porte volontaire pour prendre la parole? Golden, bonsoir. Moi, je voulais poser une question si c'est possible. Ok, Kovo, allez-y. Allez-y. Merci. Bonsoir à vous et aux autres panélistes. Alors, moi, ma question au monsieur, c'est de savoir, sur la chaîne NCI, la représentante donc de la CEI avait dit que les partis d'opposition, en accord avec la direction technique de la CEI, avaient convenu d'un chronogramme en ce qui concerne la révision de la liste électorale en 2024 et en 2025 par rapport au calendrier très serré. Est-ce qu'il confirme avoir participé donc à cette rencontre et est-ce qu'il confirme par la suite avoir avalisé donc ce chronogramme qui nous est brandi pour justifier donc le caractère inopportun de la révision de cette liste électorale en 2025? Merci, mon cher Kovo. Mais la CEI et ses dirigeants ont aujourd'hui l'habitude de mentir.
Vous vous souvenez, sur une chaîne de télévision, le président de la CEI lui-même pris en flagrant délit de mensonge. Donc, nous sommes habitués aux mensonges de la CEI et de ses dirigeants. Sinon, comment pour des hommes censés avoir participé à des discussions, il serait loisible de venir critiquer les discussions qu'ils ont eux-mêmes validées? Vous avez souvenance du discours du président Pascal Affi-N'Guessan le 1er février, quand il a demandé au président de la CEI de venir nous justifier pourquoi il ne peut pas y avoir de révision de la liste électorale en 2025 alors qu'elle a eu lieu en 2015, en 2020, dans les mêmes conditions. Donc nous ne pouvons pas avoir validé un programme et permettre à notre président de venir se dévaluer en public. Non, monsieur. Ils sont habitués maintenant aux mensonges. Et donc, c'est devenu un nouveau canal pour eux d'expression. C'est-à-dire mentir au peuple, dire, parce que pour eux, quand ils viennent dire à la télévision, on ne peut plus aller les contredire. C'est du mensonge. Et le Front populaire ivoirien, en tout cas, en ce qui concerne notre parti, peut-être que c'est avec les autres partis politiques, mais je ne suis pas sûr que nous avons participé à une telle mascarade et venir dénoncer un programme que nous avons validé. Ok, merci à Kovo. Vous m'entendez bien, j'espère. En tout cas, moi j'entends. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Oui. Ok, oui, il y a Joël Cambo qui est monté. Est-ce que vous le voyez? Le grand frère Bitignon, est-ce que tu le vois? Ok. Non, je le vois. Golden, vous pouvez ouvrir votre micro pour poser votre question. On l'a fait descendre, il a des problèmes de connexion. Golden, ouvrez votre micro et posez votre question. On va aller très vite. En principe, monsieur le vice-président nous avait accordé 2 heures. On les a largement dépassés, mais le débat, il est très intéressant. Golden, est-ce que Golden est là? Madame Clarisse, on vous donne la parole. Non, ils sont plusieurs qui sont absents. Je pense qu'ils ne sont pas là, il faut les descendre. Oui, moi j'aimerais poser une question. Ah, elle est là, Clarisse, c'est bon, elle arrive. Ouais, Clarisse, vas-y. Tu as des questions? Oui, bijou, attends. Allez-y, Clarisse. Ma question, j'ai entendu tout à l'heure le président dire que si le PPSI et le PDCI-RDA sont prêts à sortir de la CEI, parce que les partis politiques, c'est comme selon mes informations, les partis politiques sont représentants là-bas. Maintenant, ma question, le président, pourquoi est-ce que le Front populaire ivoirien ne sort pas? Pourquoi on dit que, voilà, ils sont sortis au moins, et qu'ils veulent le bien du peuple, mais les autres ne veulent pas sortir? Parce que vous avez dit tout à l'heure que vous pouvez sortir, c'est vrai. Mais est-ce que le PPSI et le PDCI-RDA vont vouloir sortir? Mais pourquoi est-ce que le Front populaire ivoirien, qui est vraiment le premier parti de nos parents, oui. Pourquoi est-ce que le Front populaire ivoirien ne sort pas? Et voilà. Oui, madame. Oui. Alors, j'ai dit surtout que en 2020, nous étions déjà sortis. Vous voyez, pour qu'une action porte, et vous tous qui intervenez aujourd'hui, vous souhaitez véritablement qu'il y ait cette union de l'opposition, qu'il y ait une unité d'action. Je pose la question à dessein pour dire que hier nous avons fait le pas. Est-ce que les autres sont prêts à faire le pas aujourd'hui? Donc faites-vous porte-voix du Front populaire ivoirien. Et j'ai dit, si ça ne tenait qu'à moi, ce soir, moi, Lia, ma position, elle est connue au sein du parti en ce qui concerne la CEI. Pour moi, aujourd'hui soir, nous sortons de la CEI. Ça, c'est la position de Lia, qui peut être validée par le parti. Mais quand le Front populaire ivoirien sort de la CEI et qu'il est seul à sortir
assorti de la CEI, mais madame, et que les autres y résident, mais il n'y aura aucune pression sur la CEI. Donc, rien ne sera fait. Ce serait un coup d'épée dans l'eau. C'est à ça que j'appelle. Donc, comprenez pas ma question de est-ce qu'ils pourront un appel à chacun d'eux, à chacun de nous, afin qu'on prenne les résolutions concrètes et nécessaires pour le peuple de Côte d'Ivoire. Sinon, le Front populaire ivoirien est prêt. Et je peux le dire. Et je peux le dire. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, Lia Nyan Ferdinand, en ce qui me concerne, demain matin, le Front populaire ivoirien sort. Mais quand il sort seul, ça n'aura aucun effet. C'est ce que vous devez retenir. L'effet ne sera pas comme ce que vous souhaitez. C'est vrai, nous allons montrer aux Ivoiriens que nous les aimons. Nous allons montrer aux Ivoiriens que nous pouvons poser des actes forts. Mais je vous dis aujourd'hui que ce soir-là, nous avons posé ces actes forts et hier, nous avons été incompris. Malheureusement, nous avons été incompris. Les Ivoiriens n'avaient pas compris que ce que nous étions en train de poser, c'était pour eux. Malheureusement. Est-ce que les Ivoiriens comprendront encore aujourd'hui ce que nous allons faire? Eh bien, si vous pensez que c'est possible, je vous mets à l'aise, madame. D'accord, merci. Ma dernière question en 2000, je crois bien en 2017, si je ne me trompe pas, 2017-2018, le Front populaire ivoirien avait fait arrêter quoi Justin et Daï Nestor. Non, madame. D'accord. Non. Non, non. Le Front populaire ivoirien n'a jamais fait arrêter quoi Justin et Daï Nestor. Et je les mets au défi. Ce sont mes amis. Ce sont mes grands frères. Je les respecte bien. Ils ne vous diront jamais. Parce que vous voyez, ce qui est difficile dans la politique ivoirienne, c'est les on dit. Les concernés ne vont jamais vous dire que le Front populaire ivoirien les a mis en prison. Ceux qui traquent Daï Nestor et quoi Justin, vous les connaissez, c'est le pouvoir de Ouattara. Et d'ailleurs, ils viennent de faire la preuve aujourd'hui. Quoi Justin condamné à 10 ans de prison avec privation de droit de 5 ans. Ce n'est pas le Front populaire ivoirien qui met les gens en prison. Ce n'est pas le Front populaire ivoirien aussi qui envoie les gens en prison. Vous connaissez ceux qui traquent nos camarades. Adressez-vous à eux. Mais ce serait bien de le faire pour cette unité que nous sommes en train de rechercher. Parce que si nous passons notre temps à dire des choses qui ne sont pas vraies, parce que ce qui a cassé l'opposition ivoirienne, c'est le on dit. Ce que les gens n'ont jamais vu, qu'ils racontent là, c'est ce qui a cassé l'opposition ivoirienne. Donc déjà, il faut qu'on s'entende sur ça, pour ne pas qu'on dise des choses qui ne sont pas vraies sur ce panel. Okay. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Ok, merci. On donne la parole à AS 97. Non, d'abord à Bijou d'Afrique. Bijou d'Afrique voulait intervenir. Bijou d'Afrique d'abord. Voilà, Bijou d'Afrique n'est pas prêt. Ok, c'est débuté. Vas-y, Bijou d'Afrique. Parce que des fois, on écoute et puis on essaye de prendre des notes, c'est pour ça. Donc, voilà, moi je suis d'accord que l'action de sortir soit une action groupée. Parce que aujourd'hui, les Ivoiriens ont besoin que les politiques leur montrent qu'ils peuvent avancer ensemble. Voilà. En ce qui concerne les fausses informations qui sont souvent distribuées, moi la question c'est qui sont ceux qui sont à la base de ces informations et pourquoi ces gens d'informations, quand ça circule, les gens des partis politiques ne sortent pas comme aujourd'hui pour en tout cas répliquer contre cela. Voilà. Et ma dernière question, nous les Ivoiriens là, on doit s'attendre à quoi? Voilà, concernant les élections à venir là, nous les Ivoiriens, on doit s'attendre à quoi envers le parti au pouvoir? Voilà, s'ils ont des informations, maintenant s'ils ne peuvent pas les dire là ici, j'aimerais bien rentrer dans son inbox pour en savoir un peu plus parce que nous voulons aussi tenir nos parents au courant. Merci. Bijou d'Afrique. Ce à quoi tu dois t'attendre, c'est qu'on aura une élection juste, une élection transparente, équitable, qui va se passer dans des conditions démocratiques voulues par le peuple de Côte d'Ivoire et il y aura une alternance pacifique. C'est ce que je peux te dire et c'est à ça que l'opposition ivoirienne travaille
afin que ce soit une réalité. Excusez-moi, en fait, c'est pas sur le sujet de l'opposition. Sur l'opposition, je pense que c'est nous qui subissons depuis la nuit des temps. Donc, moi, je parlais en fonction du parti au pouvoir. Qu'est-ce que mais je ne peux pas parler. Voilà. Oui, mais je ne peux pas parler. C'est pour ça que je dis. Ce que je constate actuellement. C'est pour ça que je dis, il faut que je rentre dans l'inbox. Oui, voilà, mais parce que le travail actuellement, c'est que le parti au pouvoir a fait la sourde oreille à tout ce qu'on lui dit. Et la CEI est venue s'ajouter avec ses représentants. Donc, eh ben, le parti au pouvoir fait ce qu'il a à faire. Nous, en tant qu'opposition, on fera ce qu'on a à faire pour que les élections présidentielles de 2025 soient des élections justes, transparentes, équitables et pacifiques. Voilà, merci beaucoup. Pourquoi je disais ça pour terminer? Il faut que nous tous, nous participons tous. Voilà. Vous, à votre niveau, vous faites ce que vous avez à faire. Nous aussi, à notre niveau, on doit aussi vous accompagner. Donc voilà. Et d'ailleurs, le président Pascal Affi-N'Guessan, lors d'une interview, il y a quelques jours, sur une chaîne de télé, a dit qu'il appelait le peuple de Côte d'Ivoire à la mobilisation. Donc, Bijoux d'Afrique, c'est le lieu pour moi de t'appeler aussi à cette même mobilisation, à rester en alerte, à écouter et à exécuter les mots d'ordre que nous allons vous donner pour que l'élection présidentielle soit une élection pacifique. Nous allons mener bataille comme il le faut, là où il le faut, pour que nous obtenions gain de cause et que cette élection soit, en tout cas, la première qui ouvre l'ère des élections transparentes, qui ouvre l'ère des élections tranquilles, pacifiques en Côte d'Ivoire. Parce que tout ce qui est venu après Oufoué pour les élections a été ensanglanté. Et pour cette fois, nous travaillons à cela. Donc, restez mobilisés en alerte pour qu'on y arrive ensemble. Merci beaucoup. Bon, je tenais à tous vous remercier et je vais descendre. Bon, merci beaucoup. Nous sommes ensemble. Il faut travailler ensemble. Voilà. On est ensemble. Merci. Merci, Bijou. Bijou, descends, tu peux m'appeler. Comment je peux t'appeler? J'ai une question. J'avais une question d'abord. Après Bijou. Oui, AS90. Vas-y. D'accord. Je vais articuler ma question à 3 volets. Bon, à 2 ou 3 volets. Le premier d'abord, c'est... on sait tous qu'aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Je ne sais pas si la question avait été déjà posée, mais je la pose. Le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Et si le président Laurent Gbagbo n'est pas mis sur la liste électorale, que PPACI appelle à ne pas participer aux élections, est-ce que le FPI va participer aux élections ou non? Ensuite, est-ce que le FPI... Alors, donc allons-y, je vais noter. D'accord. Ensuite, est-ce que le FPI aura un candidat aux élections ou le FPI va se regrouper derrière le parti politique, le PPACI, pour un seul candidat? Maintenant, la troisième. Alors, c'est vrai, vous avez dit tout à l'heure que vous suggérez que les partis de l'opposition puissent sortir de la CEI. Alors que les représentants de la CEI, quand ils sont, selon le président de la CEI, quand ils arrivent à la commission, ils ne sont plus partisans des partis politiques. Ils prêtent serment. Donc, a priori, on peut dire qu'ils ne sont plus membres des partis politiques. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, étant donné que ce n'est pas une loi qui définit et que cela est issu d'un accord politique, si les partis politiques se retirent, mais le RHDP peut continuer les élections où ils peuvent intégrer d'autres partis politiques, sachant qu'il y a plusieurs partis politiques en Côte d'Ivoire pour aller aux élections. Parce que on a vu en 2020, malgré le boycott, le parti au pouvoir s'est donné un candidat ou un candidat. Allons-y rapidement. Oui, s'il te plaît, j'arrive. Je l'explique pour qu'ils puissent comprendre. Le parti au pouvoir s'est donné un candidat, KKB, avec lequel ils sont partis aux élections. Donc, si l'opposition se retire de la CEI, mais il peut y avoir d'autres partis politiques qui peuvent rentrer, et puis le parti au pouvoir va partir aux élections. Se retirer, pour finir, se retirer de la commission électorale, est-ce que ce n'est pas faire les affaires du RHDP? Est-ce que ce n'est pas ce que le RHDP veut? Merci. Alors, je vais commencer sur votre dernière question. Est-ce que
pour la reformuler d'une autre façon pour que on se comprenne. Est-ce que vous êtes sûr que le RHDP ne veut pas un pays où il y a une opposition forte? Moi, je ne suis pas sûr de ça. Je ne suis pas sûr que le RHDP veille se fabriquer une opposition. À partir de ce moment-là, comme vous l'avez dit vous-même, que la CEI et sa composition, c'est la suite de dialogues politiques qui l'ont engendré. Alors, en sortie, c'est aussi une façon de dire que ce que nous avons dit hier, nous le récusons aujourd'hui parce que le fonctionnement que nous avons voulu n'est pas ce que nous voyons. Or, on le dit, les gens quand ils rentrent à la CEI, qui sont là-bas, ils prêtent serment et puis, oui, mais c'est des partis qui les ont envoyés là-bas. Et ça, il faut que vous le sachiez. C'est des partis politiques qui les ont envoyés là-bas. Donc, ces partis-là vont les rappeler. Voilà. Ces partis-là vont les rappeler. Parce que devant une forfaiture, ce qu'il y a à faire, c'est d'imposer le droit. Ils deviennent indépendants quand ils sont dans l'exercice de leurs fonctions. Mais on peut leur dire de déposer des démissions. Indépendant ne veut pas dire que tu n'as pas droit à la démission. Prêter serment ne veut pas dire qu'on s'en va. Sinon, l'illustre constitutionnaliste ivoirien, comment il s'appelle, Francis Baudier, paix à son âme, n'aurait pas démissionné en partie de ce qui a été, ce qu'on a vu quand il est parti de la tête du Conseil constitutionnel. Donc, prêter serment ne veut pas dire qu'on n'a pas droit à la démission. Et chaque parti peut demander à son représentant, en tout cas celui qui l'a envoyé là-bas, de lui dire de quitter. Et puis il va quitter. En tout cas, s'il aime la Côte d'Ivoire. Parce que ceux qui vont rester là-bas, ce sont ceux qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Parce que quand on parle d'amour de la Côte d'Ivoire, nous parlons aujourd'hui de comment on fait pour que, et nous, et le RHDP, avec en tout cas ses acquis, ses constructions, ne connaissent pas de la malversation, ne connaissent pas des troubles. Or, les troubles vont forcément amener à des casses. Ce qui n'est pas profitable à un seul Ivoirien aujourd'hui. Donc, il faut éviter ça. Donc, tant que nous pouvons éviter ce qui peut nous envoyer dans l'abîme, mais on va éviter. Donc, celui qui aime la Côte d'Ivoire va forcément se retirer de la CEI afin qu'on s'asseye et qu'on discute d'une nouvelle monture qui pourra nous amener ensemble. Messieurs, les lois, c'est les hommes qui les écrivent. C'est nous qui avons écrit la loi sur la CEI. Si nous pensons aujourd'hui dans la majorité que cette loi n'est pas bonne, on peut aller s'asseoir et la réécrire. C'est pas mauvais. De toutes les façons, je vais vous le dire, la Constitution même donne une certaine ouverture au président de la République, au chef de l'État, pour pouvoir, en tout cas, faire appel aux forces de l'opposition pour gérer, sinon se plancher sur des questions d'ordre national, d'intérêt national. L'article 29 de la Constitution est clair là-dessus et interpelle même à la conscience et à l'intelligence du président de la République, surtout à sa sagesse. Quand on sait que des crises peuvent arriver parce qu'on aura pris des décisions qui ne sont pas bonnes, la Constitution dit en son article 29 que le président de la République peut faire appel aux forces de l'opposition. Si aujourd'hui le RHDP ne trouve pas l'intérêt de le faire, mais c'est parce que le RHDP veut qu'il y ait des troubles. Et comme on sait que dans ce pays, la personne ne peut imposer à son camarade sa façon de marcher, ben, s'ils veulent des troubles, comme le dit le président du FPI, ils auront des troubles. S'ils veulent qu'on aille en paix aux élections, ben, ils auront une opposition qui va aller en paix avec eux. Et c'est cette posture-là que le Front populaire ivoirien avait adoptée depuis 2015, qui nous a valu des sobriquets de traître. Parce que nous avons voulu que nous sortions des événements malheureux, que nous sortions des situations malheureuses, qui ne doivent pas, sinon qui conduisent notre pays toujours vers l'abîme et créent la souffrance des plus pauvres. On nous a traités de traîtres. Aujourd'hui, on parle au pouvoir, il refuse d'entendre. On parle au pouvoir, il refuse d'entendre. Demain, le seul responsable de tout ce qui va arriver, ce sera le pouvoir. On le dit souvent, oui, c'est parce que la responsabilité ne leur est pas collée à la peau. Donc, ils font comme s'ils n'entendent pas ce qu'on dit.
mais ils entendront. C'est sûr qu'ils vont entendre. Maintenant, vous avez demandé la participation du... Mais le Front populaire ivoirien a un candidat qui a été investi le 9 novembre 2024 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro. Donc, le FPI va aux élections avec son candidat. On n'ira pas avec un autre parti politique. Non. Non. Parce que l'unité d'action qu'on demande, ce n'est pas pour avoir un seul candidat face à Alassane Ouattara. Ce serait la plus grosse erreur que les opposants politiques en Côte d'Ivoire auront fait. Avoir un candidat face à Alassane Ouattara, ce sera la plus grosse erreur. Et donc, dans vos officines, si vous pensez que c'est ce qui est la bonne solution, non, vous vous blaguez. Vous mentez et vous serez dans une erreur que vous allez regretter amèrement. Chaque parti politique, pour cette élection présidentielle, présentera son candidat, ira au premier tour avec son candidat. Maintenant, celui qui sera en posture, en bonne posture, au second tour, aura la caution de tous les partis de l'opposition. Mais je m'en vais vous dire que ce qui sera la conséquence demain de cette unité de tous les partis de l'opposition autour d'un seul candidat qui sera en bonne posture au second tour se prépare aujourd'hui. Voilà pourquoi nous ne devons pas rater le virage d'aujourd'hui, le virage de l'unité pour réclamer une élection juste, transparente et équitable pour une alternance démocratique. Ça, il faut le revendiquer ensemble. Quand nous avons acquis toutes ces conditions, vous serez très heureux de voir que l'opposition peut gagner et va gagner les élections en 2025. En tout cas, pour le Front populaire ivoirien, nous n'aurons aucun complexe. D'ailleurs, nous n'avons jamais agi sous complexe parce que nous avons toujours agi sans complexe. Les décisions que nous avons toujours prises, nous les avons assumées. Et donc, pour 2025, si nous ne sommes pas venus en bonne posture, bien entendu, quand on se sera entendu déjà avant les élections, c'est sûr qu'en 2025, quand on n'aura pas la bonne posture pour que les autres se rejoignent, nous rejoignent pour gagner l'élection, eh bien, nous allons donner nos voix à celui qui sera le premier d'entre nous. Et ça, on va l'assumer. Mais, comme je vous le dis, tout commence maintenant. Il faut préparer tout maintenant. Pour ne pas que demain, après le premier tour, on ait à se poser beaucoup de questions. Les gens aiment trop les petits calculs. Il faut sortir maintenant des petits calculs. J'espère avoir répondu à votre question. Oui, vous avez vraiment bien répondu. Merci AS Kassoui. C'est la question du parole à la dernière série de questions. J'avais une question. L'inscription du président Laurent Gbagbo, là, ça vous n'avez pas... Mais bon, pas grave. Non, mais voilà. Non, je ne suis même pas sûr que le président... Ah oui, j'oubliais. Je ne suis pas sûr que le président Laurent Gbagbo appellera à un boycott des élections. Quand il est revenu de Bruxelles, la première des choses qu'il a fait, c'est de nous rejoindre dans la participation à toutes les élections. Nous l'avons dit, la politique de la chaise vide ne paye pas. Et en tout cas, le président Laurent Gbagbo l'en a appris à ses dépens. Voilà. Dire qu'on ne participe pas aux révisions des listes électorales, dire qu'on ne participe pas aux élections, parce que aujourd'hui, Laurent Gbagbo est en Côte d'Ivoire. Je ne vois pas pourquoi il appellerait sa formation politique à ne pas participer aux élections présidentielles. Je pense que s'il n'est pas inscrit et que le combat de son inscription n'a pas abouti, il trouvera un plan B. Forcément, il trouvera un plan B. On le dit, c'est eux qui le disent. Lui, il est le plan A, le plan B jusqu'au plan Z. Mais si le combat n'a pas abouti, je ne le vois pas en train de dire aux gens de ne pas participer aux élections. Parce que ce sera la deuxième plus grosse erreur qu'il aura commise dans l'histoire de sa vie politique. Et je ne suis pas sûr que c'est au soir de sa vie qu'il commettra cette autre erreur. Ok, vice-président. Si vous permettez, quelle était la première erreur? Excuse-moi, tu vas poser la question après. Mesdames et messieurs, nous recevons ce soir chez Goutignon le vice-président du FPI. Alors, merci de bien vouloir tapoter. C'est la nouvelle génération de la gauche ivoirienne, la nouvelle génération montante. Il s'est prêté de façon pragmatique à nos questions.
Voilà, donc merci de bien vouloir tapoter. C'est le début d'une série d'interviews des représentants de l'opposition. En tout cas, merci encore au vice-président du FPI pour cette disponibilité. Et franchement, on est très, très honorés de la qualité de vos interventions. Merci encore. Est-ce qu'il y a une série qui continue, s'il vous plaît? Ok. J'avais demandé au passage que la première erreur, comme le vice-président a parlé de la seconde erreur. Deuxième erreur. Mais bien évidemment, c'est avoir demandé aux gens de ne pas participer aux élections déjà en 2015. Le président Afi s'est retrouvé seul face à Ouattara, avec le repli de tous ses camarades dans ce qu'on a appelé la confrérie des Gors. C'était une erreur fondamentale. C'était une erreur monumentale. Parce que nous avons pensé qu'en 2015, et d'ailleurs, pour vous faire une petite confidence, j'étais de ceux qui avaient dit, qui insultaient Afi. J'étais de ceux-là, des camarades de Gors, là, des Gbagbo-Ouriens, là. J'étais de ceux-là en 2015. Mais ça a été une erreur qu'on a faite. Parce que en 2015, l'effervescence était encore là. Et il lui fallut que le président Gbagbo donne un mot, qu'il dise un mot, comme le disent les chrétiens, dis un mot et je serai sauvé. Dis seulement une parole. Il aurait dit que je ne suis pas sûr qu'on parlerait aujourd'hui d'Alassane Ouattara. Parce qu'en 2015, les Ivoiriens seraient sortis, ils auraient voté, et Laurent Gbagbo serait rentré en Côte d'Ivoire dans une liesse populaire. Vous allez m'excuser, mais je n'ai pas aimé la façon dont il est entré. Ce n'est pas ce que moi, au fond de moi, ce n'est pas ce que je souhaitais. Mais bon, c'est déjà fait. Je ne suis pas sûr qu'il lui reviendrait encore commettre cette erreur alors que nous avons toutes les chances de gagner 2025. Ok, merci beaucoup, monsieur le vice-président. J'avais une question. Nous avons Fabrice, nous avons le frère Zarastostral qui est sur le panel, qui a une motion pour le vice-président. Zara, on est dans une séance de questions-réponses. Est-ce que tu as une question ou bien c'est une interaction, si ça peut attendre lors de l'ouverture des débats? Ok, alors je voulais juste... J'avais une question, Bitignon, depuis. Ah, ok. Zara, parle plus fort parce qu'on ne t'entend pas. Ok, attends Fabrice, s'il te plaît. Je dis que je voulais faire une interaction avec mon jeune frère Dia. On se connaît très bien. Je voulais faire une interaction, mais bon, si ce n'est pas le moment, je l'attends. Ok, très bien. Merci beaucoup, frère Zara, pour ta compréhension. Fabrice, ouvre ton micro. 1 minute pour ta question, s'il te plaît. D'accord, merci Bitignon. Rebonsoir encore une fois, monsieur Ferdinand. Bonsoir Fabrice. Il y a une chose sur laquelle je suis d'accord avec vous, c'est sur la chute de votre commentaire tout à l'heure pour dire que le président Gbagbo n'appellera pas un boycott pour cette élection en 2025. Voilà. Maintenant, ma question, elle va dans le sens un peu de la question qui vous avait été posée tout à l'heure, pour savoir, est-ce que le retrait des membres de la CEI mandatés par l'opposition, est-ce que ce retrait-là est signe ou est la solution sine qua non pour mettre assez de pression sur le pouvoir ou même la CEI pour qu'elle accepte enfin de discuter? Ou est-ce que ce retrait-là, si à la fin de ce retrait, les positions sont toujours figées, celle de la CEI et du pouvoir en place, est-ce que ça nous conduirait dans ce qu'on venait de dire, vous et moi, d'accord sur le fait qu'on ne devrait pas aller en boycott pour l'opposition à cette élection? Donc, ma question a deux volets. Est-ce que le retrait est la solution sine qua non? Et la solution sine qua non, et puis est-ce qu'on ne devrait pas ses fruits, est-ce qu'à la longue, elle ne porterait pas à un boycott? Voilà. Alors, merci. Je ne peux pas présager de ce qui va venir, mais ce que je peux dire sur la stratégie de retrait, elle pourrait constituer un pan de la pression que nous allons mettre sur le pouvoir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas sûr que le RHDP ne recherche pas une opposition qui soit forte même d'ailleurs.
C'est vrai qu'on a pu voir en 2020 Kakabe sorti de nulle part devenir candidat. Je ne dirais pas que c'est le RHDP qui l'a fabriqué, mais il a été candidat. Ce qui veut dire qu'il peut toujours y avoir un candidat face au candidat du RHDP. Voilà pourquoi il ne faut même pas boycotter les élections. Mais par contre, sortir de la CEI, c'est une solution parmi tant d'autres. Sortir, tous les partis politiques sortis de la CEI, forcément il aura un déclic. Il aura un déclic non seulement de l'opinion nationale, mais il aura aussi un déclic de toutes les institutions judiciaires de la sous-région et de l'Afrique. Il aura donc un déclic au niveau de l'opinion internationale. Parce que vous voyez, il est quand même malsain. Moi, je juge, et ça c'est mon opinion personnelle, pas celle du Front populaire ivoirien, que nous soyons dans une instance qu'on n'aime pas et pour laquelle des gens sont payés alors qu'on sait que c'est nous qui les avons envoyés là-bas. Moi, je ne trouve pas ça juste. Voilà pourquoi j'ai dit, je milite en faveur de notre retrait en tant que parti politique de cette institution. Qu'on rappelle tous nos hommes. Ils ont le droit de déposer des démissions et de partir. Si les gens pensent que sans le FPI, ils peuvent organiser les élections, ok, qu'ils organisent les élections sans le FPI. Voilà. De toutes les façons, la CEI, est-ce qu'elle fait gagner les élections? À part les tripatouillages, mais les tripatouillages, on a leur solution que je ne vais pas dévoiler ici. Mais je dis que la CEI est l'émanation d'un dialogue politique. Ceux qui ont accepté de faire ce dialogue et qui ont créé la CEI peuvent à un moment dire qu'on n'en veut plus. Qu'on n'en veut plus. Et pour démontrer qu'ils n'en veulent plus, ils en sortent. C'est ma position que je défends et que je vais continuer de défendre devant les instances de mon parti jusqu'à avoir gain de cause. Maintenant, est-ce que cela doit nous amener à boycotter les élections? Je dis non. Mais en même temps, je dis que je ne sais pas ce que présage demain. Donc, je reste en attente à ce que tout ce que nous sommes en train de faire actuellement aboutisse. Donc, sur cette question de notre retrait, je ne vous donnerai pas une réponse directe, mais seulement je vais vous appeler à rester en alerte et vigilant sur tout ce que nous allons dire pour la suite. Ok, merci beaucoup, Président. Alors, moi, j'ai une question qui me taraude un peu par rapport à ces élections, à ce contexte. Que pensez-vous aujourd'hui? Parce qu'en fait, moi, j'ai regardé un peu le découpage électoral opéré par l'exécutif ivoirien. Que pensez-vous de ces découpages qui, quand je regarde, semblent donner une majorité mécanique au pouvoir en place? Et quand on voit que aujourd'hui, il y a des circonscriptions qui sont beaucoup plus avantagées, notamment dans le nord du pays, plus que dans le sud. Est-ce que pour vous, ça peut être un frein et est-ce que ça sera une réforme à mener lorsque demain le FPI arriverait au pouvoir? Oui, mais vous savez, c'est ce que le RHDP prend pour se blaguer. Quand ils disent qu'ils sont majoritaires, c'est ce découpage-là qu'ils prennent pour se blaguer. Ils ont créé beaucoup plus de circonscriptions, donc de sièges à l'Assemblée nationale dans les zones moins peuplées que dans les zones plus peuplées. Ils ont donc créé des découpages à leur avantage et quand on en parle, ils sortent des lois comme quoi le président Laurent Gbagbo aurait fait la même chose. Mais je vais dire que c'est ce qui les blague. Donc, ils ont peut-être plus de 150 sièges, mais la population électorale reste insignifiante. Et donc, leur majorité qu'ils vantent avec leur nombre de députés à l'Assemblée nationale, leur président de conseil régionaux et autres, n'est que, comme on le dirait, du flafla. Et moi, je me dis, de toutes les façons, dans les revendications du Front populaire ivoirien se trouve le découpage électoral. Parce que pour nous, ce découpage qui est fait là n'est pas juste. Il n'est pas proportionnel, il n'est pas équitable. Donc tout ça se trouve dans le document qui accompagne nos revendications que nous allons déposer devant le gouvernement quand on parlera, en tout cas, de dialogue politique.
C'est tout ça que le gouvernement ne veut pas entendre. Voilà pourquoi ils font la sourde oreille. Mais nous tenons à ces revendications et nous savons qu'elles vont aboutir. Nous pensons qu'elles vont aboutir. Voilà, c'est pour vous dire qu'on n'est pas d'accord avec. On n'est pas d'accord avec. C'est même pas une majorité mécanique, c'est une majorité virtuelle. Voilà, c'est pas une majorité mécanique. Parce que dire que c'est une majorité mécanique, c'est reconnaître que tout de suite, à une élection présidentielle, le RHDP gagne. Non, c'est faux. Non, c'est faux. C'est une majorité virtuelle. 10 circonscriptions dans le nord ne valent pas 2 circonscriptions dans le sud. Voilà ce qui est vrai. Voilà ce qui est vrai. La population électorale dans le nord, mais 10 circonscriptions ne valent pas 2 circonscriptions dans le sud. Donc c'est une majorité virtuelle. Et c'est ça qu'ils prennent pour se blaguer. Toutefois, nous promettons de corriger. Déjà, ça va commencer par le dialogue politique que nous allons avoir avec le gouvernement. Et puis, par la suite, revisiter tout ça quand nous serons au pouvoir. Ok, merci. Vas-y.